Coucou les addicts, c'est Aurélie, très contente de vous retrouver. C'est le décryptage du 10e épisode de la saison 4 déjà. Je tiens le rythme et en fait j'ai un objectif un peu secret. C'est que si vous regardez l'historique de ma chaîne, vous pourrez vous rendre compte que je l'ai ouverte en juillet 2019. Donc on s'approche tout doucement du 2e anniversaire. Et j'avais publié mon tout premier décryptage, c'était pour l'épisode 1 de la saison 1. Le 24 juillet. Donc, j'aimerais tenir ce challenge et ce défi de terminer les décryptages de la saison 4 avant la date anniversaire de la chaîne. Voilà, essayez de m'encourager. En tout cas, je tiens le rythme pour l'instant, un par semaine. Ça me laisse un tout petit peu de marge. Donc, on va croiser les doigts. Allez, assez de blabla, on passe au décryptage. Vous commencez un peu à connaître le principe. Je vais commencer par détailler ce que j'ai ressenti dans l'épisode, mes impressions générales, la structure, etc. L'épisode a été écrit par Lux Kellas. J'en ai parlé il y a peu de temps puisque c'est lui qui avait déjà écrit l'épisode 8, Wilmington. Il est là depuis un petit moment. Il est producteur exécutif sur la série, donc il connaît super bien, aussi bien les livres que tous les gens qui travaillent. On retrouve David Moore à la réalisation, qui avait déjà fait l'épisode précédent. Je vous parle un peu de l'histoire du titre. Donc le titre, c'est The Deep Heart Score en anglais, et en français, c'est de la traduction littérale. C'est Au plus profond du cœur. Et ça, vous le retrouverez dans la vidéo des producteurs que je mettrai sur Facebook. Vous le savez, les titres ont toujours quand même plus ou moins une origine, un sens, une signification, une thématique que les auteurs veulent faire passer. Et là, en fait, le titre avait une motivation. C'est le dernier vers d'un poème. D'ailleurs, j'ai oublié l'auteur, il faut que je recherche dans mes notes, je vous trouve ça tout de suite. Et en fait, le poème aurait dû être dit par Brianna à un moment donné dans l'épisode, mais ce passage a été coupé. Donc, ça tombe un petit peu à l'eau. Disons qu'on relie du coup un peu moins facilement ce choix de titre à quelque chose qui se passe dans l'épisode. Oui, le poème, c'est l'île du lac d'Innisfree. Donc là, je vous ai donné le titre français. Je l'ai publié d'ailleurs sur ma page internet, dans l'article qui est dédié à l'épisode. Et l'auteur, c'est Butler Yeats. Et il est cité dans le tome 4, en fait, par Diana Gabaldon. Donc ça ne sort pas non plus nulle part. Et en fait, ce poème parle de quelqu'un qui habite en gros à la ville et puis qui rêve de campagne. Je vous le fais court, mais c'est un peu ça. Voilà pour le titre. C'est un épisode qui, pour moi, est coupé en deux. Un démarrage plutôt sympa avec des relations familiales, des beaux moments de vie de famille à Fraser's Ridge. Et puis, on a la scène où tout explose, où tous les secrets de l'épisode passé sont révélés et où les tensions montent nettement d'un cran. Et puis ensuite, voilà, on a les suites de ces révélations et donc quelque chose de très, très tendu. Et tout cela est entrecoupé de passages avec Roger, de sa longue marche avec les Indiens vers le nord, dans la tribu des Mohawks. Et en fait, les ruptures, ces ruptures, donc les images avec Roger permettent de nous faire descendre en pression et de nous tenir en haleine, puisqu'en fait, on a très envie de connaître la suite, de savoir ce qui va se passer dans la famille et comment ils vont régler leurs soucis et leurs différends. La lenteur des passages que l'on voit avec Roger, je trouve, accentue d'autant plus ces tensions, puisque justement, pour le coup, quand on est avec Roger, c'est hyper lent, il n'y a pas beaucoup de dialogue, il ne se passe pas grand-chose. Et je trouve que la langueur que l'on ressent est également accentuée par la musique qui accompagne ce cortège indien, avec des sonorités indiennes qui sont mêlées avec des thèmes un peu connus. On reconnaît certains thèmes, mais c'est des sonorités de percussion indienne. Et je trouve qu'on ressent cette langueur qu'on voit déjà à l'image, en fait.
D'ailleurs, j'en profite puisqu'on parle des Indiens et je voulais encore une fois relever cette recherche permanente d'authenticité des auteurs. C'est encore le cas pour les Mohawks. Hein. Lorsque Terry Dresbach, la costumière, a confectionné les premiers vêtements, elle les a soumis aux acteurs qui, vous le savez, hein, je l'avais dit dans les tout premiers décryptages de la saison, sont donc réels... viennent réellement d'ex-tribus indiennes. Enfin, ils ont des racines très clairement et des origines indiennes. Enfin, quand je dis indienne, encore une fois, hein, il y a rien de péjoratif, hein, mais vous me comprenez tous. Et en fait, ils ont trouvé, hein, les acteurs ont trouvé les vêtements complètement géniaux. Ils les ont tout de suite adoptés. Il n'y a pas eu de modification à faire. Lorsque le scénariste fait lire une légende au coin du feu par les Indiens, là aussi, il y a une recherche d'authenticité avec les noms, l'histoire en elle-même, la légende, qui aurait pu complètement être racontée par des Indiens. À propos de cette scène, justement, hein, donc, si vous vous en souvenez ou si vous l'avez vu récemment, vous voyez que la légende, elle est dite dans le dialecte indien. Et en réalité, les acteurs ne parlent plus du tout ce dialecte. Hein. Et donc, l'acteur qui récitait ou qui, en tout cas, disait cette légende, a appris tout son texte en phonétique. Et quand on voit combien il est long, que ça a dû être difficile. Voilà pour l'authenticité permanente dont Outlander fait preuve. D'ailleurs, l'histoire des Mohawks qui achètent des esclaves ou qui échangent des personnes contre des objets, ça aussi, hein, c'est complètement authentique, il n'y a rien d'inventé, ça se pratiquait réellement. Je vais vous parler 2 minutes de la réalisation qui, pour moi, dans l'épisode, allie l'excellent et le moins bon. Un passage que je trouve vraiment génial et ingénieux, c'est celui où Brianna est dans son rêve et puis qu'elle voit Roger. Hein. On a d'ailleurs l'impression à un moment que c'est presque réel ce qui est en train de se passer. Et puis on passe de Roger à Bonnette en 3 secondes. Ça rappelle une scène un peu similaire au début de la saison 2, quand Jamie fait d'abord un rêve, hein, avec Claire qui s'occupe de sa main. D'ailleurs, c'est une scène coupée, qui n'est pas complète dans l'épisode. Et puis, subitement, on voit Black Jack Randall et il y a plein de sang partout. Enfin, je trouvais que ce genre de transition de l'épisode là entre Roger et Bonnet me faisait vraiment beaucoup penser à ça. Et donc ça, génial. Et par contre, un peu moins bon. Et je vais en parler tout à l'heure. C'est la course-poursuite entre Roger et les Indiens. Je détaillerai. Et de la même façon, l'écriture, le scénario, je trouve quelques maladresses, des choses un peu inutiles. Et à contrario, des répliques qui pour moi sont quasiment cultes et dont on se souvient même des années après avoir vu ces épisodes. Les maladresses, pour moi, c'est finalement des choses qui auraient pu être évitées, par exemple. Et c'est dans la scène de la grosse explosion de colère de Brianna, lorsque Claire finit par sortir la bague sa première bague de Jamie, et montrant par là que, donnant finalement indirectement le nom de l'agresseur. Et bien justement, la bague aurait suffi pour moi. Jamie et Yann savaient très bien d'où venait cette bague. Pour moi, c'était pas utile que Claire rajoute en la posant sur la table. C'était lui. Et là, je trouve que c'est un peu... c'est trop. Et juste avant, dans la même scène, aussi quelque chose de trop, quand Brianna dit à Jamie... mon père n'aurait jamais dit ça, c'était un homme bon. Je trouve que c'est suffisamment rude et je pense que ça atteint très très directement Jamie et c'est supposé lui faire mal et je pense que ça fait vraiment bien mal et c'était pas nécessaire de rajouter. Toi, tu n'es qu'un sauvage. Alors sauvage, bien sûr, en référence à un titre d'ailleurs d'épisode au début de la saison 3 et puis certainement aux discussions que les uns et les autres ont à propos des Indiens, etc. Mais c'est trop. Enfin, pour moi, c'est trop. Et alors, à contrario, les répliques cultes, là aussi, je viens d'en parler. Mon père n'aurait jamais dit toutes ces horreurs. Ça, c'est...
c'est vraiment ultime. Enfin, Jamie entend ça. C'est comme si Brianna lui disait que Jamie n'est pas son père. C'est violent, c'est très très violent. Un peu plus tard, lorsque Jamie balance tout ce qu'il y a sur la table et que la chaise tombe et qu'elle lui dit, elle explose encore une fois, elle lui dit tu n'as pas le droit d'être plus en colère que moi. Ça aussi, je trouve que c'est hyper percutant, ça matche bien, c'est bien écrit. Et sur un ton un peu plus humoristique, lorsque petit Yann fait sa demande en mariage et que Jamie lui dit « Relève-toi, espèce d'idiot », il n'y a pas beaucoup de mots, mais voilà, ça pose bien la situation. Et juste avant, on avait Claire qui levait les yeux au ciel et voilà. Donc, ouais, ça c'est très bon par contre. Dans l'épisode, on a par 2 fois des allusions au voyage dans le temps. La première fois, c'est lorsque Claire parle à Brianna de la nécessité de retraverser les pierres si toutefois elle souhaitait garder l'enfant. Et la deuxième fois, c'est à la toute fin de l'épisode, lorsque Roger se retrouve en plein milieu du cercle de pierre. Donc vous voyez, cette thématique du voyage dans le temps, même si parfois elle est un peu plus enfouie, qu'on en parle un peu moins, c'est toujours bien là. Et pour finir, je dirais que c'est un épisode qui, bien sûr, est la suite directe et logique du précédent. Je le disais d'ailleurs, il y avait beaucoup, beaucoup de non-dits, voire de secrets dans l'épisode précédent. Et là, tous les pions s'avancent sur l'échiquier. Enfin, les masques tombent, je ne sais pas quoi dire, mais ouais. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le pivot de l'épisode. C'est cette grosse scène dont je viens de parler un tout petit peu. Et pour moi, c'est un épisode, si on devait trouver une thématique, c'est un épisode qui parle des choix. De ces choix que l'on fait pour soi, en écoutant son cœur. Et vous voyez que finalement, je suis retombée sur mes pattes, puisque au plus profond du cœur, c'est le titre de l'épisode. Alors, je ne suis pas sûre que les auteurs l'aient vu comme ça, mais moi, je m'y retrouve finalement avec ce titre. Allez, on passe au top et au flop. Il y a vraiment de très très bons moments dans l'épisode. J'ai eu quand même du mal à choisir et j'ai pris un peu de recul. Et en fait, j'ai choisi la scène dont je vais vous parler parce que c'est celle dont je me souviens quand je pense à l'épisode. Donc c'est celle qui me marque le plus. Et donc la scène, c'est celle où Jamie, enfin c'est le passage, la séquence où Jamie démontre physiquement à Brianna qu'elle ne doit pas culpabiliser par rapport à l'agression dont elle a été victime. Brianna se fait le reproche de ne pas avoir assez combattu son agresseur. Et donc, à défaut de pouvoir lui faire entendre raison par des mots, par des paroles, puisqu'il voit bien qu'il n'y arrive pas, Jamie décide de s'y prendre autrement. Et j'aime cette séquence parce que c'est très inattendu. C'est aussi vraiment surprenant. Et notamment et surtout la première fois qu'on voit la scène. Après, quand on est au courant, c'est sûr qu'on n'a pas du tout le même regard. Mais moi, j'essaye toujours de me remettre dans mes premières émotions. Et je me souviens que je commençais à détester très, très clairement Jamie. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il peut pas être violent et brutal comme ça avec sa propre fille. C'est pas possible. Même si on l'avait déjà vu brutal un peu avec Claire. Néanmoins. Et j'aime aussi cette scène parce qu'au final, quand on s'y penche de plus près, on se rend compte que Sam Yuan, l'acteur, est obligé finalement de jouer Jamie en train de jouer lui-même. Donc, une belle performance. C'est pas évident à faire, je pense. J'aime aussi cette scène parce que c'est une belle leçon que donne Jamie à Brianna. Je pense à Frank parce que Frank, il est un peu là quand même, toujours en sous-jacent, dès qu'il y a Brianna à l'écran. Et Frank aurait certainement utilisé d'autres méthodes. Mais moi, j'aime que Jamie endosse son rôle de père de cette manière. Finalement, c'est son style. Et c'est plutôt réussi puisque on sent que Jamie a fait ce qu'il fallait à ce moment-là pour que Brianna prenne conscience qu'elle n'aurait rien pu faire. Et les mots n'auraient pas suffi. Elle a un tel caractère que là, il faut qu'elle l'éprouve physiquement pour prendre conscience des choses. Et je dirais aussi que j'aime cette scène pour le visage de Jamie.
qui passe justement de la brute au père, quand il est dans le dos de Brianna. Je vous mets les images à l'écran, et il sent que Brianna ne le voit plus, et que voilà, la dureté de son visage se transforme en un visage vraiment avec beaucoup d'émotion, hein. Il est très ému. Cette scène est une scène emblématique du livre. Donc elle a été reprise par les auteurs, et franchement, c'était un incontournable, et je suis très contente qu'elle soit là. Et d'autant plus ravie qu'il y a une belle performance de la part des deux acteurs dans cette scène. Je passe à mon flop, et j'en parlais là déjà dans mes impressions générales. Mon flop, c'est vraiment la course-poursuite entre Roger et les Indiens. Donc Roger, toujours encordé en fait, dérape, hein, et se retrouve suspendu un peu dans le vide le long d'une côte. Finalement, ses liens se détachent et il arrive à s'échapper. Et forcément, les Indiens le suivent. Je trouve ces scènes assez inutiles, pas forcément super bien filmées, qui n'apportent pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de tension. En fait, quand je dis inutile, oui, évidemment que les Indiens vont suivre Roger. Je ne m'attendais pas nécessairement à autre chose, mais on ne ressent pas de tension. Enfin, je ne sais pas si Roger est véritablement en danger à un moment donné. C'est filmé bizarrement. Il y a du slow motion, hein, ces espèces de petits ralentis dans la course de Roger, avec gros plans sur ses pieds. Je ne sais pas pourquoi il y a ça à ce moment-là. Et puis, pour finir, Roger trouve une cachette qui, franchement, me semble pas être vraiment une cachette. Enfin, les Indiens passent à côté. Du coin de l'œil, on pouvait voir Roger, de la façon dont c'est filmé. Je suis très, très sceptique. Donc, je suis désolée pour ceux qui aiment cette scène. Et dans le livre, hein, là, je vous donne l'info. Ceux qui l'ont lu s'en souviendront certainement, et ceux qui n'ont pas lu le découvriront. Et en fait, Roger échappe aux Indiens, mais dans le roman, il se retrouve dans une espèce de forêt de rhododendrons, hein, dans lequel il est un peu coincé, et il a du mal à évoluer d'ailleurs. Donc, je sais très bien que c'était impossible à mettre en œuvre à l'écran, hein, donc je ne demandais pas ça du tout. Et d'ailleurs, cette scène dans le roman m'avait beaucoup surprise, et j'avais été rechercher ce qu'était un rhododendron, parce que dans mon souvenir, je ne voyais pas que ça pouvait faire des branches très, très solides, et puis comme un espèce de labyrinthe. Et a priori, si, ça existe. Voilà pour le petit clin d'œil et les petites anecdotes. Pour cet épisode, j'ai 5 thèmes à vous proposer. Alors, ça ne va pas forcément être chronologique. Je commence par mon premier thème, et en fait, j'ai choisi de vous parler des bombes à retardement qui explosent tour à tour à un moment de l'épisode. Bon, c'est surtout ce moment pivot dont je parlais dans mon introduction. L'épisode commence par des mensonges, hein. Jamie, à propos de sa main, donc dans une scène coupée, il en parle à Claire, sans vraiment dire ce qui s'est passé. Et Claire suppose qu'il a frappé un tronc d'arbre, hein, comme il l'avait fait dans la saison 1. Et Jamie ne dément pas. Et ensuite, quand Brianna lui demande ce qu'il a fait, de la même façon, il lui sert un gros mensonge. Et pareil, Brianna, elle non plus, ne dit pas la vérité. Et quand Jamie lui demande si elle connaît son agresseur, elle répond que non. Et puis, c'est après le cauchemar de Brianna que la première bombe explose. J'en ai 4, hein. Enfin, j'en ai identifié 4. Et donc, la première bombe, c'est Lizzie qui ne peut pas tenir sa langue, hein, tant elle veut rassurer Brianna après son énième cauchemar. Et Brianna découvre progressivement la vérité. Plus Lizzie parle, et plus Brianna comprend ce qu'elle est en train de lui dire à demi-mot. Et donc, au petit matin, elle débarque comme une furie dans la cabane de Claire et Jamie. Et elle confronte Jamie et Ian, hein, sur la découverte qu'elle vient de faire, grâce ou à cause de Lizzie. Je fais une toute petite parenthèse, parce que je suis en train de vous parler de quelque chose d'assez dramatique. Et en fait, dans tout ça, on a Murta qui trouve le moyen de s'échapper de ce gigantesque merdier.
n'y a pas de mots. Et donc, il quitte la cabane. Il aimerait embarquer Yann avec lui, mais non. Hein. Yann est sommé par Brianna de rester. Et en fait, j'ai le sourire dans la voix parce que Martha voulait aussi prendre la fuite. Ça m'a rappelé un moment de la saison 2. Je crois que c'est dans l'épisode 2. Je vous retrouverai les images quand je montrerai mon décryptage. C'est quand Claire descend de l'escalier de l'appartement parisien dans sa belle robe rouge et avec son décolleté jusqu'au nombril, et où il sent que Jamie commence un peu à s'échauffer. Et voilà, il aimerait pouvoir sortir et préparer la calèche, ou je ne sais plus exactement. Et en fait, c'est Claire qui lui dit de rester. I'll wait in the carriage. No, you won't. Telle mère, telle fille, hein, au passage. Et donc voilà, Brianna débarque comme une furie. Et là, on a les époques qui s'entrechoquent très très nettement. Jamie a des paroles blessantes, très blessantes pour Brianna. Et cette fois-ci, à contrario de la scène dont j'ai parlé pour mon top, c'est pas de la comédie. Hein. Les mots qu'il dit, c'est ceux qu'il a envie de dire. Et Brianna le gifle. Et là, on a la deuxième bombe qui explose. C'est que Brianna lui dit que bien sûr que si, qu'elle a été violée, mais que lui a frappé et a battu la mauvaise personne. Et là, ce que j'aime beaucoup là, dans cette scène, c'est que tous les coupables, entre guillemets, je mets entre guillemets parce que ce que je disais dans l'épisode précédent, personne n'est vraiment coupable et tout le monde l'est aussi un petit peu. Hein, donc, mais là, les coupables qui se sentent coupables, c'est Jamie, c'est Yann et c'est Lizzie, sont très penauds. Hein, quand on voit les visages des acteurs, c'est assez remarquable. Et franchement, on le saurait à moins. Jamie essaye de s'excuser, bien sûr, quand il se rend compte de son erreur. Mais Brianna est très remontée et elle n'est pas du tout décidée à pardonner. Hein. Dans cette scène, Claire, et j'en parlerai aussi, est très silencieuse, mais elle est du côté de Brianna. En revanche, elle n'intervient pas du tout en parole. Et on voit le visage honteux de Jamie après toutes les gentillesses que lui a servi Brianna, forcément. Et on a notre troisième bombe qui explose. Hein, c'est la découverte du nom de l'agresseur de Brianna, Stephen Bonnet. Et là, on ne peut qu'imaginer ce qui se passe dans la tête de Jamie et de Yann. Pour moi, c'est une bombe parce que c'est vraiment très rude. On sait que Jamie se sent déjà énormément coupable d'avoir aidé Stephen Bonnet à s'échapper dans le premier épisode, et les conséquences dramatiques qui ont eu lieu tout de suite après, hein, encore dans l'épisode 1. Et là, très dur pour lui d'apprendre que Bonnet est également l'agresseur violeur de sa fille. Et juste après, quatrième bombe. Et c'est Yann qui nous qui allume la mèche, qui l'a fait exploser. C'est qu'il apprend à Brianna que Roger est chez les Mohawks. Et là, c'est Yann qui se prend une gifle. Et évidemment, Brianna certainement connaît la réputation des Mohawks. Mohawk, ça se traduit par mangeur d'hommes. Donc, vous voyez, la réputation est quand même... les Mohawks passent pour des personnes violentes, sont des guerriers, hein, clairement. Et donc, voilà, dans ces séquences qui sont ramassées sur, je sais pas, mais même pas 10 minutes, tout ce qui devait être dévoilé l'a été. Claire et Jamie se retrouvent dans une situation un peu tendue entre eux. Hein. Leurs mensonges ou leurs omissions sont génératrices de reproches. Ils ne sont pas du tout à la fête. Et quand je parle de reproches, c'est qu'en fait, ils ont vraiment des raisons d'en vouloir à l'autre, mais ils ont aussi très certainement des raisons de s'en vouloir à eux-mêmes. Et connaissant les personnages, c'est sûr que ça n'est pas sorti de l'équation et qu'ils ne rejettent pas complètement toute la faute sur l'autre. Pour le deuxième thème, on va revenir à des choses un peu plus tendres et délicates, et j'ai envie de vous parler des moments mère-fille entre Claire et Brianna dans l'épisode. Dans l'épisode précédent, Claire s'était quand même plus ou moins effacée par rapport à Jamie, même si elle avait eu ce moment seule avec Brianna où justement elle avait recueilli les confidences de sa fille. Là, elle prend vraiment son rôle de mère protectrice.
Et la première scène qu'elle partage, c'est celle où Claire ouvre tout le champ des possibles pour sa fille. Et elle le fait avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup de lucidité, en lui détaillant toutes les options et les éventuelles conséquences. Je parle du choix de garder l'enfant, notamment. Et ce que j'aime, c'est que Claire ne choisit pas à la place de Brianna. Elle lui donne toutes les options. Et finalement, c'est ce qu'on attend d'une mère. Et ce trait-là de caractère de Claire me plaît vraiment beaucoup. C'est tout à fait l'image que je me fais du rôle d'un parent, même si c'est pas toujours facile à mettre en application, puisqu'on a quand même toujours tendance à vouloir imposer nos propres choix et nos propres décisions. Mais ouais, là, j'aime beaucoup la façon dont Claire aborde ce sujet avec Brianna, sujet qui est en plus pas facile du tout. La discussion sur le fait de garder le bébé, où Claire lui parle d'avortement chirurgical, et lui dit aussi que le garder, c'est sans doute synonyme de départ assez rapide pour elle. Si elle veut repartir au XXe siècle, il faut qu'elle le fasse tant qu'elle est encore enceinte. Et on voit la réaction de Brianna, qui bien sûr est pleine de doutes et qui aimerait qu'on lui donne le conseil. Et donc elle demande forcément à sa mère ce qu'elle ferait ou ce qu'elle aurait fait, puisqu'elle s'est retrouvée dans la situation. Et Brianna a vraiment besoin d'être rassurée, voire même réassurée sur l'amour de sa mère, parce qu'elle se questionne sur le fait que Claire ait voulu ou non garder le bébé quand elle était enceinte d'elle. Et les paroles de Claire la font prendre conscience que l'enfant qu'elle porte peut aussi être l'enfant de l'amour, finalement. Et ça pose tout le drama dans cette scène-là. Parce que tant qu'elle pense que l'enfant est de Bonnette, finalement, peut-être que le choix pourrait être plus simple. Bien qu'évidemment, le choix d'avorter n'est sans doute vraiment jamais simple. Et puis Claire donne aussi des éclaircissements sur le voyage dans le temps, et c'est rare d'avoir ces cartes-là étalées complètement sur la table avec autant de précision. Des discussions sur la façon dont on voyage dans le temps, il n'y en a quand même pas eu beaucoup dans la série. Et ça nous force aussi, nous, en tant que spectateurs, à nous poser la question du fonctionnement du voyage dans le temps. Et voilà, est-ce qu'on peut voyager avec un enfant quand il est né, et toutes les questions que pose Claire, c'est hyper intéressant. Et un peu plus tard, on retrouve Brianna et Claire sur les extérieurs de la cabane, et elles ont cette petite discussion assez légère sur ce qui leur manque du XXe siècle. Ah, les toilettes avec une chasse d'eau. On imagine quand même, on imagine qu'effectivement ça peut manquer. Cette séquence apporte un peu d'humour à un épisode qui est quand même vraiment très très lourd émotionnellement et très tendu. Et le petit clin d'œil à la musique de Led Zeppelin, donc ça, c'est un bon choix de la part des scénaristes, puisque le premier album de Led Zeppelin est sorti en 1969, et donc Claire était tout juste repartie. Et comme Brianna a dû rester 2 ou 3 ans sans Claire au 20e, c'est tout à fait le groupe dont elle aurait pu avoir connaissance, mais que Claire n'avait aucune idée. Et j'aime beaucoup aussi que Claire parle du jazz. C'est un petit clin d'œil à la saison 1, parce que c'est surtout dans les premiers épisodes, mais lorsque Claire était un peu seule, parfois, dans sa tête, elle entendait des musiques assez jazzy. Et d'ailleurs, ça ressortait. Il y avait ces musiques-là pour nous, on les entendait dans les épisodes. Lorsque Brie explose, dans la scène où les 4 bombes explosent, dont je viens de parler, Claire est à ses côtés. C'est un choix, en fait, qui se voit par le rapprochement physique qu'elle opère. Claire se tient très proche de Brianna. À un moment, elle la prend dans ses bras, d'ailleurs. Et franchement, il ne pouvait pas en être autrement. Elle pouvait difficilement se tenir du côté de Jamie, même si c'est son grand amour. Et j'ai envie de dire que parfois la meilleure des choses à faire est justement de rien faire et de rien dire. Claire montre simplement qu'elle est là pour sa fille, qui est tellement meurtrie après tout ce qu'elle vient d'apprendre. Et quand la décision est prise d'aller à la recherche de Roger, j'aime aussi beaucoup la façon dont Claire prend Brianna en aparté pour
pour questionner ses choix et son choix par rapport au bébé. Ça, c'est une très belle scène. Je parlais de super trucs en réalisation et de moins bons. Ça, c'est une magnifique réalisation. Vous voyez les images qui défilent, hein, c'est très intimiste. On voit les visages qui sont détachés par la lumière du feu. Et s'il n'y avait pas tout le tumulte de ce qui s'est passé avant, ce serait une scène qui serait encore plus émouvante. Enfin, rendez-vous compte, Brianna est en train de dire à sa mère qu'elle a choisi de garder le bébé. Enfin, il y a tellement de choses qui se jouent là. C'est une très belle scène. Et puis sur la fin des interactions entre Claire et Brianna, c'est Brianna qui prend les choses en main. Hein. Elle impose à sa mère d'accompagner Jamie et Ian à la recherche de Roger. Claire ne veut pas se résoudre à partir, à laisser Brianna. On suppose qu'elle aimerait être là pour la naissance, et puis elle vient de la retrouver et elle connaît les dangers du 18e. Elle n'a vraiment pas du tout envie de laisser Brianna toute seule, ça c'est sûr. Et puis finalement elle fait comme lui dit sa fille, un peu comme dans l'épisode 5 de la saison 3, quand Claire a découvert que Jamie était vivant et où il était. C'est Brianna qui, quelque part, avait un peu forcé la main à Claire pour partir, ou en tout cas, elle lui avait donné son ticket départ. Hein. Là, c'est un peu la même chose. Et Claire est forcément très, très émue de partir. Hein. Elle ne veut pas quitter sa fille. Et j'aime beaucoup cet épisode, justement, pour ce qu'il nous montre de leur relation. Les débuts ont été tumultueux entre elles, et on a pu dire aussi que, et ça notamment dans la saison 2, 3, que Claire n'avait pas forcément été une mère très présente pour Brianna. Hein, Brianna, c'est plutôt la fille de son papa. Là, vraiment, dans cet épisode-là, Claire prend son rôle de mère. Il n'y a pas de doute possible. Et j'adore ça. Et là, je pense qu'il faut qu'on parle de Brianna. Et je dis ça très, très sérieusement parce que, en préparant le décryptage, j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de critiques sur ce personnage tempétueux, fougueux. Et je pense qu'elle est incomprise, cette jeune femme. Alors, j'ai vu aussi l'inverse. Hein. Enfin, j'ai lu toutes les choses et son contraire, bien sûr. Il y a les pour, il y a les pros, il y a les anti-Brianna, en fait. Moi, j'ai envie de dire, et c'est le titre que j'ai noté dans mon carnet, que Brianna est une jeune femme moderne, et je souligne moderne, mais qu'elle est quand même bien la fille de son père et de sa mère, bien sûr. Mais c'est une vérité de la palisse, mais voilà, quand je dis ça, vous me suivez. Il y a une grande complexité émotionnelle dans la relation entre Brianna et Jamie, et la première scène qui est longue, hein, elle l'illustre bien, et d'ailleurs la suite aussi. J'en profite puisque je vous parle de cette première longue scène. C'est une scène qui tient 7 pages dans le scénario, ce qui est énorme. La moyenne d'une scène, c'est 2 pages. Et d'ailleurs, on le sent, hein, on passe beaucoup de temps avec Jamie et Brianna au tout début de l'épisode, et c'est super. Et en fait, comble du comble, c'est que cette très longue scène a dû être tournée 2 fois. Donc, ils ont tout tourné une journée de blizzard. Donc, imaginez Sam Ewan, Sophie Skelton, dehors avec une pluie de neige, en fait. Hein. Et il me semble que dans la vidéo des producteurs, il y a quelques images. Alors, ils n'en parlent pas spécifiquement, mais ils ont choisi des extraits où on voit la neige. Ce qu'on ne voit pas du tout dans l'épisode, puisque c'est très lumineux, voire même ensoleillé. Et donc, ils l'ont complètement refaite quelques jours, voire même quelques semaines plus tard. Je ferme la parenthèse de cette anecdote. Et donc, je reviens sur ce qui se joue dans cette première scène. Moi, je trouve ça bien que Jamie ait osé aborder le sujet de son viol avec Brianna. C'est franchement pas évident déjà entre un père et sa fille, parler sexualité, parler viol, mais en plus cette relation est quand même toute fraîche. C'est un sujet ô combien délicat. Je trouve que Jamie l'aborde avec beaucoup de délicatesse, et au départ de leur conversation, il garde une certaine distance physique avec Brianna. Il relève les pièges, hein, donc il n'est pas tout près d'elle.
Alors le sujet du mariage est abordé, et c'était obligé de l'aborder puisqu'on est au XVIIIe siècle, je vous rappelle. Donc une femme enceinte doit forcément être mariée, c'était les mœurs. C'est comme ça. Sinon, que va-t-on dire de la famille? Et donc Brianna est amenée à parler de son amoureux du XXe siècle. Et voilà, et des doutes qu'elle peut avoir sur le fait que Roger pourrait mal accueillir l'annonce de sa grossesse et de ce qui lui est arrivé. Et puis à la suite de ça, Brianna lâche tout, elle lâche sur sa culpabilité, comme elle l'avait fait avec Claire dans l'épisode précédent. Jamie est très ému lorsqu'il l'entend. Et donc là, ce que je disais dans ma scène top, il n'arrive pas à la raisonner avec des mots, donc il utilise sa force physique. Et à la suite de ça, Brianna a l'audace d'évoquer le douloureux sujet du viol de Jamie par Randall. Et si vous observez, là, Jamie est en second plan, d'ailleurs flouté à l'image, mais on voit ce mouvement d'épaule que fait Jamie et dont il est beaucoup question dans le roman, à chaque fois qu'il est gêné. Et je crois que c'est aussi souvent, lorsqu'on lui parle de Randall, il a ce mouvement-là. Forcément, Brianna sait que Jamie a vécu une expérience similaire à la sienne et elle cherche le réconfort de celui qui sait, celui qui partage cette douloureuse expérience. Elle veut savoir s'il a des réponses aux questions qu'elle se pose, mais des réponses qui seraient nées de son expérience à lui. Est-ce que tuer son violeur réconforte? D'après Jamie, non, pas vraiment. Et Jamie explique que la guérison est un processus et qui passe par l'acceptation. Et voilà. Et quand je dis que cette relation entre Jamie et Brianna est compliquée, c'est exactement ça. Brianna a déjà un père qu'elle a aimé et on a cette sorte de conflit sous-jacent. Est-ce que Jamie peut être son père puisqu'elle en a déjà un? Et le réconfort que lui apporte Jamie à ce moment-là, est-ce que c'est celui d'un père ou est-ce que c'est celui d'un compagnon d'infortune finalement et de quelqu'un qui partage la même expérience qu'elle? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Alors, elle reconnaît quand même un peu plus tard qu'elle a aussi entrepris le voyage dans le temps pour le rencontrer. Et waouh, heureusement qu'elle dit ça. Heureusement que le scénariste a écrit ça. Je crois qu'on avait besoin de l'entendre aussi. Mais voilà, les 4 bombes dont je parlais ont fait voler en éclats l'équilibre déjà précaire de cette relation. Brianna est blessée, elle a été blessée par Jamie. Et elle réagit à ces mots violents par une gifle. Et cette gifle a été énormément commentée. Personnellement, elle ne me choque pas du tout. C'est une réaction. C'est une réaction qui ne colle certes pas au 18e et au respect que l'on doit à ses parents, mais qui me semble quand même assez OK pour le 20e. Alors, certes, on gifle pas non plus ses parents au 20e siècle, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais quand même, tout ce qu'elle vient de se prendre dans la figure par Jamie, alors qui lui a lâché aussi les choses qu'il pensait, et en homme du XVIIIe siècle, encore une fois. J'accable un peu Jamie quand même, mais j'arrive à le comprendre. Et quand Jamie veut reprendre sa place de père, entre guillemets, lorsqu'il parle de se racheter et qu'il le fera, et qu'il tiendra cette promesse en tant que père, Brianna lui sort la phrase juste impossible à entendre. En gros, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu n'es pas mon père, tu me fais trop de mal. Mon père n'aurait jamais fait ça. Et le caractère tempétueux de Brianna vaut à Yann une gifle, lui aussi, la deuxième gifle que décoche Brianna dans la scène. Et puis aussi la phrase « Tu n'as pas le droit d'être plus en colère que moi ». Elle explose, Brianna, à ce moment-là. Et là, on sent que c'est une jeune femme indépendante, moderne. Elle affirme ses sentiments et elle ne permet pas aux autres de voler ou amoindrir sa colère, qui est totalement justifiée. Cette séquence démontre aussi qu'elle est bien la fille de son père, et c'est ce que les auteurs ont voulu faire passer. Et
dans l'explosion comme ça d'émotions et de rage. Et d'ailleurs, immédiatement après cette explosion, elle se recompose et elle réussit à avoir cette pensée hyper logique. C'est qu'est-ce qu'on fait après ? Elle réfléchit tout de suite à l'étape suivante. Et dans la suite de l'épisode, c'est elle qui impose un peu le planning à tout le monde, hein, qui impose ses plans, y compris à sa mère, qui n'a pas le choix. Et quand on sait comment Claire est difficile à manœuvrer, hein, c'est quand même pas une femme qui se laisse facilement dicter une conduite. C'est une preuve d'amour ultime pour moi, la façon dont Claire ne se laisse pas le choix finalement par rapport à ce qu'a décidé sa fille. J'ai décidé d'isoler la scène des adieux dans un thème parce que dans cette unique scène, on retrouve toutes les conséquences de ce qui s'est passé dans l'épisode 9 et puis toutes les révélations qui ont eu lieu en milieu d'épisode. C'est Murtagh hein, qui est là finalement en figure paternelle, hein, presque grand-père. Murtagh est là pour arranger tout le monde. C'est lui qui va se charger de sécuriser Brianna et Lizzie à River Run. Et puis c'est lui aussi qui va être en gros l'homme de main de Jamie pour se mettre en recherche de Stephen Bonnet. D'ailleurs, la demande que fait Jamie à Murtagh peut sembler assez surprenante. Hein. Et comme s'il n'apprenait pas de ses erreurs, ce secret qu'il a gardé en ne disant pas qu'il avait battu un homme, Roger, a été lourd de conséquences. Et là, il impose un nouveau secret à Murtagh. Et en plus, il avait dit à Brianna au tout début d'épisode que la mort de son agresseur, de son violeur, ne changerait rien à son traumatisme. Et donc, il enlève ce choix ou cette option à Brianna. Ça peut paraître surprenant. Néanmoins, sa réaction et ce qu'il demande à Murtagh n'est pas quand même complètement contre nature. Hein. Jamie est un homme d'honneur, c'est un Highlander. Et il est en recherche permanente de justice. Hein. Donc, si Bonnet a fait du mal à sa fille, il mérite d'être puni pour ça et va chercher à se faire justice lui-même. Et puis, on en vient à la scène des adieux en elle-même, qui, je le disais, réunit vraiment beaucoup de choses. Bien sûr, on a la culpabilité de Jamie. On a aussi ce que Claire et Jamie sont prêts à faire pour récupérer Roger. Entreprendre ce long voyage, ce n'est pas rien. On a le rôle qu'endosse Ian et on voit aussi le poids de sa culpabilité. Hein. Il est mortifié de ce qui s'est passé. On observe les regrets de Lizzie et on a la détermination de Murtagh. J'ai envie de dire un gros bravo au scénariste, là, à Luke Skelas, pour l'écriture de cette scène parce que absolument aucun des personnages n'est oublié. Tout le monde a sa part. On voit où se situe chacun des personnages. Et donc, on a Brianna qui donne le portrait de Roger à sa mère. Hein. On découvre d'ailleurs qu'elle est très douée pour le dessin. J'observe aussi que Pierre porte autour du cou la pierre d'opale. Hein. Donc, c'est tellement visible et dans la scène que forcément, c'est fait de manière... c'est fait sciemment hein, de la part de la direction artistique. On a cette demande en mariage de la part de petit Yann. C'est très rapide, mais c'est excellent. Franchement, moi, ça me fait sourire. C'est une scène qui est quand même différente dans le livre, hein, qui est beaucoup plus cérémonieuse. Ça n'intervient pas non plus tout à fait au même moment. Les auteurs l'ont casé. Ça peut être décevant parce que si on compare au livre, évidemment, c'est décevant. Mais elle est là et ça en fait un trait d'humour, donc c'est bien. On observe aussi dans cette scène d'adieu la froideur de Brianna vis-à-vis de Jamie, à qui elle ne dit pas au revoir. Hein, et ouais, c'est très très froid. Quand même, ça doit être très, très difficile pour Jamie. Il part en sachant sa fille très très fâchée et qui ne lui adresse pas un mot sympa, donc dur. Personne, évidemment, ne voulait que ça se passe comme ça. La famille est séparée. Hein, donc, on a Murtagh qui emmène Lizzie et Brianna d'un côté, à River Run, et Claire, Jamie et Ian qui partent à cheval
à la poursuite de Roger et des Mohawks. Heureusement, hein, tout cela se termine par un peu de chaleur dans l'accueil à River Run. Jocasta est émue et ravie de retrouver Murtagh. Elle savait qu'il était épris de sa sœur Hélène, hein, elle le dit. Hein. Je trouve ça étonnant d'ailleurs qu'elle reconnaisse les mains de Murtagh, enfin bref. Ça me fait penser qu'il est question que Diana Gabaldon écrive un préquel hein, sur les parents de Jaime, sur l'histoire de Brian et d'Hélène. J'imagine que dans ce préquel, Murtagh devrait tenir quand même une certaine place. Peut-être Jocasta aussi d'ailleurs. Ouais, ça laisse encore des petites choses dans l'univers Outlander à découvrir, voilà, qui nous donneraient des petites infos qu'on serait curieux d'avoir. Et donc je disais, Murtagh est bien accueilli, hein, Jocasta est ravie de le retrouver, et elle est aussi très réconfortante vis-à-vis de Brianna, et je trouve qu'elle lui fait un accueil quand même assez chaleureux. D'ailleurs, Brianna, on sent une pointe de soulagement aux mots que lui dit Jocasta. Donc, on est plein d'espoir à ce sujet-là, en tout cas. Pour mon dernier thème, je vais vous parler de Roger et du long chemin et de la longue route qu'il entreprend derrière les chevaux des Mohawks. De prime abord, franchement, ces scènes me semblaient assez longuettes, hein, avec peu de saveur aussi. Je pense que vous ressentez sans doute ça aussi. D'ailleurs, on peut se poser la question de l'utilité de ces scènes qui prennent quand même un certain temps dans l'épisode. Il ne se passe rien, il ne se passe pas grand-chose. Mais quand on analyse ça avec un peu plus de distance et de hauteur, je comprends que c'est fait pour nous montrer que Roger est en train de vraiment s'éloigner, très loin de Brianna et de Fraser's Ridge. Il n'est pas à la fête, voilà. Et son compagnon d'infortune, hein, Caleb, l'homme qui est avec lui au début, et c'est un personnage créé pour la série, il n'existe pas dans le roman. Il est là pour qu'on sache ce que fait Roger et qu'on ait connaissance de son état d'esprit. Ça fait un partenaire pour dialoguer, et donc Roger peut dire. Alors que dans le roman, en fait, on est dans la tête de Roger, et Diana Gabaldon, l'écrivain peut tout à fait décrire son état d'esprit. Là, à l'écran, on ne peut pas lire ses pensées. Et les voix off, ça aurait été quand même très bizarre. Et donc, on apprend que Roger compte les jours, hein, il fait des nœuds, il étudie aussi très attentivement les paysages, il prend des repères, il a la perspective de s'échapper, il a la perspective de retrouver Brianna. Et à travers tout ce qu'il dit à Caleb, on sent toute l'intelligence de Roger, et on sent aussi toute sa détermination. Il veut survivre. Il est hors de question qu'il meure ici et maintenant, sous-entendu, pas dans cette époque, et pas comme ça, quoi. Et quand on pense à l'ironie de sa situation, à peine 6 mois auparavant, il était prof d'histoire à Oxford, hein, dans une vie quand même nettement plus confortable. Coup de chapeau aux maquilleurs de Richard Rankin et les blessures au visage. Alors on avait été choqués, en tout cas moi j'avais été choquée de voir son visage boursouflé à la fin de l'épisode 9. Il est moins gonflé, mais voilà, les blessures au visage suivent un peu l'évolution de son périple. Et d'ailleurs, c'est un marqueur et un indicateur du temps qui passe, hein, puisque ces blessures s'atténuent. Et une fois que Caleb est mort, on voit que Roger est quand même seul avec ses pensées. Il n'y a personne... les Indiens ne lui parlent pas vraiment. Il est très, très isolé. Il tente un trait d'humour. Et je pense que ça, c'est dans la personnalité de Roger. Hein. Franchement, il a tout pour juste pleurer et pleurer et pleurer et encore pleurer. Et il a un petit trait d'humour. Je pense que c'est ce qui l'aide aussi à tenir. Mais on voit bien quand même que les Indiens ne veulent pas sa mort. Ils le laissent boire quand il a besoin de boire. Et lorsqu'il s'échappe, hein, il y a un des Indiens qui lui tire dessus et il se fait carrément houspiller par les autres. Hein. Donc, ils ne le veulent pas mort, ça c'est sûr. Et donc, je disais, hein, dans ma scène flop, Roger réussit à s'échapper aux Indiens qui ne le voient pas, qui ne le trouvent pas. Et
coïncidence, un cercle de pierre. Donc j'en parlais surtout à la fin de la saison 3. Hein, les coïncidences, ça fait partie de l'ADN d'Outlander aussi. Hein. Et ce qui est dans l'ADN d'Outlander, c'est le voyage dans le temps. Et donc on retrouve un cercle de pierre qui doit pas nous être inconnu, puisque c'est celui qui est en ouverture de l'épisode, le premier épisode de la saison 4, où, si vous vous souvenez, on voyait des... Alors, je crois que c'était moins 2000 ou moins 4000 avant Jésus-Christ. Et donc, on voyait des gens qui dansaient autour de ces pierres-là, mais donc il y a très, très longtemps. C'est chouette parce que finalement, le contexte de Roger qui découvre ce cercle de pierre nous a été donné dès le début de la saison. On savait qu'il existait des cercles de pierre ailleurs qu'en Écosse. Alors, on le savait aussi, hein, parce qu'à Bendawi, il y en avait un. Mais là, c'est d'autant plus marqué. Et c'est quand même assez inespéré pour Roger qui, du coup, se retrouve lui aussi face à un choix. Hein, je parlais de la thématique de l'épisode. Là, il a la possibilité d'échapper à tout ça, à tous ces malheurs et retrouver la sécurité de son époque. Et l'autre choix, c'est un futur quand même plutôt incertain et dangereux, mais avec Brianna dans l'époque. Et là, c'est Richard Rankin qui est absolument génial dans sa performance parce que il nous peint un Roger qui est carrément à l'agonie devant ce choix qu'il a à faire. Il sort les 2 pierres précieuses. Donc voilà, là, on voit bien que finalement, Roger a récupéré 2 pierres précieuses sur le bateau de Bonnet. Et quand il est assez excité de se dire qu'il va pouvoir y aller, que c'est sa bouée de sauvetage. Et puis quand il pense à Brianna, il peut pas s'y résoudre. Et voilà, et cliffhanger, écran noir, la main s'approche de la pierre. Va-t-il le faire, pas le faire? On ne sait pas trop. Donc ça, on le découvrira dans l'épisode 11, que je décrypterai très très bientôt. On passe à la conclusion. Si on considère que la saison est plus ou moins coupée en 4, là c'était le dernier épisode du 3e volet. Et donc il reste le dernier acte de cette saison. La famille est séparée. Et l'enjeu des 3 derniers épisodes, ça va être de la réunir, bien sûr. Ce qui reste en suspens aussi, bien sûr, c'est le choix de Roger. Je viens d'en parler, hein, avec ce gros cliffhanger. Va-t-il repartir au XXe siècle? Peut-il repartir au XXe siècle? Ce qui est également en suspens, c'est la façon dont Brie va évoluer à Riverrun. On avait vécu la souffrance de Claire de se retrouver dans cette plantation entourée d'esclaves. Comment va se comporter Brianna? Point d'interrogation. Est-ce qu'on va voir Murtagh se mettre en quête de Stephen Bonnet? Est-ce que ça va faire partie de la suite des 3 derniers épisodes? Et puis, par rapport à Murtagh aussi, qu'en est-il du conflit des régulateurs, dont on n'a pas du tout entendu parler depuis 2 épisodes? À suivre. Cet épisode contient 3 scènes coupées. Vous aurez les liens, ou vous avez les liens de ces scènes sur mon site internet. Elles ne sont pas sous-titrées en français, hein, c'est du sous-titrage portugais, c'est tout ce que j'ai trouvé. J'ai des problèmes de droit d'auteur pour vous les proposer sur ma chaîne. Mais je vous mets un petit résumé et c'est quand même toujours sympa à voir. Une première scène, normalement ça aurait dû se trouver en tout début d'épisode, en ouverture d'épisode. Jamie qui revient avec la main blessée et Claire qui le soigne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une scène entre Murtagh et Jocasta et une autre scène, eh bien, je ne l'ai plus en tête. Mais vous découvrirez tout ça sur mon site internet que je vous encourage à aller visiter. D'ailleurs, il y a aussi un passage sur le maquillage justement de Richard Rankin et des blessures de Roger au visage, avec les explications des maquilleurs. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cet épisode. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. Merci pour votre fidélité. Je vous encourage à me signifier si vous avez aimé. Pourquoi pas en cliquant sur le petit pouce qui est juste en dessous de la vidéo, voire même à me mettre des commentaires ici ou sur le site internet. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.